Donc, pour mettre un petit peu en contexte d'où m'est venue l'idée de parler d'économie aujourd'hui, c'est que présentement, on observe une conjoncture particulière. Donc, avec ce qu'on dit, bon, la sixième vague du virus, la guerre en Ukraine, l'inflation avec l'augmentation du coût de la nourriture, du pétrole. On parle aussi de pénurie de biens, notamment là, de puces électroniques. Ensuite, c'est sûr qu'avec les confinements répétés, la guerre en Ukraine, eh bien, le spectre, entre autres, des possibilités de famine dans certains pays d'Afrique qui sont très dépendants du blé, qui proviennent de la Russie et de l'Ukraine, comme la Somalie et le Bénin, se fait sentir. Donc, on a un contexte mondial avec la hausse de l'inflation. Je vais donner quelques petites données là, avant d'amener Berthold à commenter là, pour continuer la mise en contexte, mais ce que je veux dire, c'est que l'inflation au Canada a atteint un record, c'est-à-dire qu'en février de cette année 2022, les prix à consommation au Canada ont augmenté de 5,7 %. C'est la plus haute hausse qui a eu cours depuis août 1991. Et sinon, aux États-Unis, c'est un petit peu le même scénario. L'inflation a été à 7,9 % en février 2022, avec une augmentation fulgurante du prix à la consommation. C'est la plus forte hausse qui a eu cours là, depuis janvier 1982, donc le plus haut taux depuis 40 ans. Puis pour ce qui est de l'Europe, d'ailleurs, je salue les gens en France, en Suisse, en Belgique qui nous écoutent. Je sais que vous êtes confrontés à une situation similaire. Donc, selon l'INSEE en France, les prix à consommation ont augmenté de 4,5 % sur un an en mars 2022. L'Espagne a annoncé une inflation de 9,8 % sur un an en mars. L'Allemagne a enregistré une progression des prix de 7,3 %. Bref, il y a une inflation qui se fait sentir un peu partout là, au niveau de l'Occident. Et par rapport à cette augmentation des coûts, que ce soit augmentation de nourriture, essence, biens de consommation, même des maisons ici au Québec en particulier. Donc, par rapport à la conjoncture économique mondiale, je voulais savoir quelle perspective tu avais sur cette dernière. Bon, c'est pas quelque chose que je regarde d'une façon comme si l'économie était quelque chose d'un petit peu aléatoire, puis qu'il y a des aléas. Puis à mes yeux, s'il y a de l'inflation, c'est parce qu'il y a des gens qui ont décidé qu'il y aurait de l'inflation, entre autres. C'est des réactions en chaîne, là, c'est tout est lié. Mais je vois pas l'économie comme un phénomène naturel. Oui, ben, c'est-à-dire que c'est un phénomène qui est engendré par des êtres humains, là. C'est pas un phénomène naturel comme la fonte de la glace au printemps, là. Au sens qu'il y a moins d'aléatoire qu'on nous le dit. Il y a des décisions qui sont prises, dans le sens que l'économie, c'est une science de la rareté. Bon, donc pourquoi est-ce qu'on génère de la rareté? Parce qu'il ne peut pas y avoir de croissance à l'infini. Donc, il faut alterner avec des périodes de crise, de décroissance, où au lieu de créer de la richesse, on crée de la rareté. C'est une façon de gérer les ressources, notamment les ressources humaines. Comme avec de l'inflation, ben, on va sortir beaucoup de gens de la classe moyenne, là, tout simplement. Il y a un transfert d'énergie, puis c'est des choses qui sont décidées souvent. Pas, je veux dire, il y a des imprévus, là, c'est pas jusque dans le détail, mais les grandes lignes, à mes yeux, c'est des décisions de la part de gens. Et justement, qui va décider qu'il y a une situation justement là, d'inflation? Ben, c'est ce qu'on appelle les puissants entre eux. Souvent, c'est décidé à l'avance, mais il n'y a pas le choix d'avoir des périodes, comme je disais, de décroissance où on crée de la rareté au lieu de générer de la richesse. Parce que tout simplement, ça serait impossible de générer de la richesse à l'infini. Il faut qu'il y ait des crises. Là où c'est géré, que c'est vraiment décisionnel, que c'est lié à des intérêts, c'est par rapport au fait que c'est une façon de gérer aussi les gens. Mhm. Les gens qui prennent des décisions. Bon, ben ça va être pourquoi, comme par exemple, certaines réunions, ce qu'on appelle les puissants, puis les banques centrales, ces choses-là, c'est des financiers internationaux
en accord avec des intérêts d'autres intérêts. Il y a des conjonctures d'intérêts. Puis c'est comme ça qui est planifié, que sont planifiées à mes yeux les crises. OK. Ben, par rapport à la situation présente, on est une conjoncture où, bon, il y a une crise en Ukraine, là, un conflit entre l'Ukraine et la Russie. Là, en lien avec ça avec la mise en contexte par rapport à la crise liée au virus qui a amené, entre autres, l'endettement massif des États-nations, que ce soit le Canada, la France ou d'autres pays, bien le fait qu'il y a eu beaucoup d'argent qui a été mis dans le système avec des programmes gouvernementaux depuis environ 2 ans. Moi, j'ai l'impression que c'est ça là, qui a participé à l'inflation, là. Voyons, on n'est jamais sorti de la crise de 2008. Tôt ou tard, ça allait s'effondrer. Ça fait des années qu'on le dit. Mais là, ça prend des justificatifs. Donc, c'est providentiel, la guerre en Ukraine, la pandémie. Ça allait arriver de toute façon, là, on va pouvoir le justifier par le contexte. Mais si tu regardes les pays qui risquent de vivre des famines, Mhm. c'est les pays du tiers-monde qui ont des bas taux de vaccination. Les pays qui avaient plus de chances de passer à travers une famille, là, on a des Une hauts taux de famine. vaccination. Oui, bien, c'est sûr qu'en fait, c'est des pays en voie de développement. On parle de la Somalie, le Bénin, entre autres, et d'autres Ils pays sont en d'Afrique. voie de décomposition, là. L'affaire, là, l'histoire là, de ce qu'on appelait il y a 30 ans le tiers-monde, puis ça finit les pays en voie de développement, c'est je veux dire, il y a de l'hypocrisie là-dedans, là. C'est des pays en voie d'adaptation pour qu'on paye leurs ressources. À part peut-être la Chine, là, mais ce qu'on appelle habituellement des pays en voie de développement, c'est des pays qui ont accepté de vendre leurs armes à la finance internationale pour se développer de façon à devenir une colonie économique dont les ressources, le peuple de ces pays-là se fait voler. Ben, en fait, c'est sûr que c'est une belle étiquette en voie de développement à cause que le tiers-monde, ça avait une connotation péjorative pour le remplacer. Mais c'est sûr que, comme tu le dis, en fonction de cette étiquette-là qui paraît belle à première vue, ben derrière ça, il y a une espèce d'hypocrisie où ce que ces gens-là sont exploités, puis ça sert à camoufler ça, là. Regarde, là, toute la philosophie woke qui est apparue aux États-Unis, là, on dit il faut à tout prix détruire le côté, l'ADN viscéral colonial des Occidentaux. Mais la colonisation, elle continue. C'est un système colonial de pillage des ressources. Si on regarde juste comment la France a agi avec l'Afrique, puis comment est-ce que c'est un système de corruption. C'est par de la corruption qu'on colonise maintenant. Donc, c'est pas, si tu prends Bokassa en Afrique, puis les scandales de les mines de diamants dans le temps de Giscard d'Estaing. Mais c'est comme ça, tous les pays occidentaux ont suivi comme ça. Les Américains, pourquoi est-ce que les Russes ont paniqué et sont entrés en Ukraine? Parce que les Américains, les Atlantistes, avaient pris le contrôle de l'Ukraine par de la corruption. C'est une forme de colonialisme beaucoup, beaucoup plus hypocrite. Mais moi, la forme la plus hypocrite, il y a un documentaire à ce sujet là, sur Netflix, là, pour les gens qui sont abonnés, là, ça peut être intéressant à écouter, c'est le néocolonialisme qui passe à travers les programmes d'aide humanitaire, entre Ben oui, autres mais en ça, Afrique, ça pour les revient à garder tout ça. dépendants. Ouais, mais là, Ben oui. ça a C'est une pour ça couleur qu'en voie de spirituelle. développement, il va y avoir des OMG. Un C'est pays en voie ça. de développement. Ça revient à ça. C'est ça, mais là, la subtilité de la chose au niveau spirituel, c'est que des gens qui se présentent comme ayant des bonnes intentions par rapport à ceux en Afrique pour mettre des programmes pour des raisons humanitaires, mais ce qui est dénoncé dans le documentaire, c'est que ça garde les gens dans un état de dépendance, puis il n'y a pas d'autonomie, puis de prise en charge réelle. Ben non, c'est un peu comme quand une compagnie de liqueurs douces que je nommerai pas s'installe en Amérique du Sud puis qu'elle prend le contrôle de l'eau. Ensuite, les habitants, les locaux sont obligés d'acheter de la liqueur pour boire. Ils ont plus accès à l'eau. Elle a été privatisée. C'est par de la corruption locale des gouvernements à travers des corporations, des banques que ça se fait. Ouais, Puis ils puis vont tout le temps dire, ben, on vient développer votre économie.
On va vous bâtir une grosse usine. Puis finalement, c'est de l'esclavagisme, là. On n'est jamais. Si il est apparu la pensée woke qui veut tellement détruire le colonialisme, qui veut tellement qu'on se flagelle par rapport à l'esclavage, c'est parce que c'est un système, un logiciel de perception de la réalité qui a été créé pour complètement cacher le fait que l'esclavagisme continue, le colonialisme continue. Puis c'est encore pire que c'était. Oui, bien tout ça est camouflé sous des formes de néocolonialisme au nom d'aide humanitaire qui est supposée être temporaire, puis finalement ça devient un mode de vie. C'est comme les famines en Afrique, dans le documentaire, ils disaient, ben ça fait au-dessus de 30 ans où il y a des famines en Afrique. Aujourd'hui, il y a encore des problèmes au niveau de l'accès à l'alimentation. Puis là, ils montraient, mettons, il y a 30 ans, Michael Jackson avec We Are the World qui chantait. Puis l'artiste de la prochaine génération, c'était Justin Bieber qui faisait des chansons pour recueillir de l'argent pour ceux qui ont de la difficulté à s'alimenter en Afrique. Fait qu'une génération après, c'est le même comportement qui se répète. Oui, oui. S'il n'y a aucun changement à ce niveau-là, au contraire, ça s'amplifie. Ça s'amplifie. Puis les artistes servent de porte-parole. Ils servent de. Puis eux-mêmes, des fois, ils savent pas là, qu'ils sont des pantins, mais ils s'en foutent, ils reçoivent un cachet. Ils le font pour être cachés, pas pour aider. Je veux dire, de temps en temps, il doit en avoir que c'est sincère, là, mais il reste que la plupart du temps, c'est de l'hypocrisie encore. Tout, on vit sous le joug d'un empire mondial, puis tout sert cet empire-là, que ce soit les artistes, que ce soit les médias, que ce soit absolument tout, sert ça. Puis c'est un système de sevrage, les crises, entre autres. C'est des façons de mettre au pas, de rendre dépendant, comme là, les famines qui s'en viennent, c'est des purges par rapport à la ressource humaine en trop. Ben, ce que tu dis, c'est la perspective de l'élite qui cherche à contrôler. C'est sûr que c'est un regard très déshumanisant. Il contrôle. Ça fait longtemps. Je veux dire, déshumanisant, c'est parce que du point de vue de personnes qui ont toujours fait partie, comme tu appelles, d'une élite, puis qui ont été préparées puis formées pour faire partie d'une élite, c'est juste la ressource humaine. C'est certain quand tu mènes une grosse multinationale que des fois, puis là, tu as des usines dans des endroits dans le tiers-monde, que c'est certain que des fois, par une petite décision administrative, tu le sais que des gens vont mourir. Mais à leurs yeux, il faut prendre des décisions, puis ils vont tout le temps se justifier comme ça. De la même façon que les politiciens vont finir par dire oui, mais d'un point de vue politique, il fallait prendre des décisions. On ne peut pas rester dans l'inaction, donc on essaie de trouver le moins pire, de faire un compromis mais il ne peut pas faire autrement que d'avoir des dommages collatéraux. Mais ces dommages collatéraux-là font partie de la gestion, dans le sens que on va hypocritement considérer que c'était nécessaire, alors que tout simplement c'est parce que c'était dans l'intérêt d'une majorité qui a pris une décision, mais une majorité, je parle, qui a accès à une capacité décisionnelle, pas une majorité au sens démocratique du terme. C'est où est-ce qu'il y a une conjoncture d'intérêt que la décision va bouger, va se prendre, mais des intérêts par rapport. Faut voir ça un peu comme. Ça n'a pas changé depuis les seigneurs de la Renaissance. Là. C'est le même genre de gestion avec avec un système de seigneurie. Les gens, les paysans, ceux qui sont dans le bas de la structure, sont de la ressource qui appartient aux seigneurs. Puis les seigneurs, eux, mais c'est certain que, par exemple, pourquoi est-ce que l'école publique est si mauvaise et de plus en plus mauvaise? Ben parce que, comme Voltaire disait, il ne faut pas apprendre à lire aux fils de laboureurs, sinon ils veulent des droits puis ils nous font des procès. Puis c'est toujours comme ça. Donc, autrement dit, la médiocrité est entretenue sciemment par l'élite Oui. pour ne pas être détrônée puis garder une ascendance sur le peuple. Ben, c'est certain. Si tu veux que ta maison soit bien tenue, t'as pas envie que tes bonnes soient au courant de toutes tes techniques de gestion et qu'elles soient plus instruites que toi. Sinon, elles vont finir par protester. Exactement.
Je voulais en revenir avec toi parce que tu disais que l'économie s'était pas remis en fait de la crise de 2008 là, avec la bulle immobilière aux États-Unis. Qu'est-ce qui t'amène à penser ça? Ben, parce que c'est l'évidence même. On n'arrêtait pas de se réendetter. Il n'y a pas eu de reprise. Ce qu'il y a eu, c'est des programmes pour réimprimer de l'argent par des gouvernements. Il n'y a pas eu de réelle reprise. Il y a eu, oui, une bulle technologique, puis le Tesla, puis ces choses-là, mais ça va pas. Une fois que le marché va s'être stabilisé, puis pour certaines choses, puis ça va pas s'étendre à l'infini, ça non plus. Ça aussi, c'est des bulles. C'est comme là au Québec, on a un marché de l'immobilier qui a explosé, mais c'était commencé en Ontario. Mhm. C'est toujours assez mauvais signe, ces choses-là. Mais à un moment donné, c'est une bulle, ça aussi, là. Ça va pas aller jusqu'à l'infini, l'immobilier. Il y a un paquet de monde encore. Qu'est-ce que ça va créer comme en 2008? Un paquet de gens qui seront pas capables de payer leur hypothèque à cause de l'inflation. Les banques vont se mettre à saisir plein de maisons. La valeur des demeures va tomber si les banques se mettent à saisir trop. Qu'il y a plus de maisons sur le marché que d'acheteurs qui sont capables d'acheter une maison. Les prix vont tomber. Ça, c'est des conséquences directes du fait qu'on s'est jamais remis de 2008. On est entré de plus en plus, depuis la Deuxième Guerre mondiale, dans un système où on ne crée pas de richesse réelle. Vraiment. On remet tout le temps. C'est une forme de. Ben, C'est comment quoi? définirais-tu la richesse réelle? Ben, la richesse réelle, c'est quand il n'y a pas de dette. Oui. Je veux dire, nos systèmes créent de la richesse en créant de la rareté. Là, en ce moment, on est encore tombé dans une phase où les gens, par exemple, qui sont déjà des bien nantis, eux, vont continuer à s'enrichir parce que ce qu'ils possèdent déjà prend de la valeur. Mais c'est tout. Je veux dire, tous les autres, c'est un peu comme un système darwinien où les plus forts deviennent plus gros puis les faibles disparaissent. En même temps qu'il y a un tri où il y a une sélection, où il y a des moyens qui vont devenir des moyennement gros. Non, Puis, mais je comprends ce que tu veux dire dans le sens, mais présentement, les gens au Québec qui ont de l'immobilier, eux autres s'enrichissent parce qu'il y a une augmentation de la valeur. ouais, mais il faut qu'ils fassent les bons moves quand ça va être le temps, parce qu'à un moment donné, ça ira pas jusqu'à l'infini. La minute qu'il va y avoir plus de maisons sur le marché qu'il y a d'acheteurs, le prix commence à tomber, là. Oui, C'est exactement. dommage, mais ça en est les côtés un petit peu aléatoires, mais au fond, c'est comme un jeu d'échecs. Les règles ne changent jamais, mais ta façon de jouer va changer les choses. Donc, c'est aléatoire, oui, mais entre guillemets, là. Il y a des gens qui savent ça, qui savent comment s'enrichir, par exemple, avec un marché qui tombe. Ça, c'est là qu'il va y avoir une séparation entre les gros puis ceux qui sont plus les dents pointues, puis d'autres, là. Le jeune couple qui s'est ruiné pour s'acheter une première maison, quand les prix vont tomber, il est fait, lui. Ben, il C'est va bien probablement dommage. faire. Il y en a qui vont sans doute faire faillite, là. C'est sûr que pour les gens qui nous écoutent, entre autres en Europe, que ce soit en France, en Belgique, on a assisté depuis les derniers mois, en fait, depuis le début de la crise, à une augmentation fulgurante des prix au Québec, dans le sens que présentement, quand une maison en vente, parce que je suis en contact avec des gens qui veulent acheter des maisons, on parle d'une augmentation pour une maison de base là, de 30 à 40 000 la maison est souvent vendue plus cher que l'évaluation foncière de la municipalité, plusieurs milliers de dollars en plus. Puis pour une maison qui est mise en vente à 30 à 40 000 dollars de plus que l'évaluation mobilière, ben des fois l'acheteur va faire monter les enchères parce qu'il peut y avoir de 10 à 15 offres pour la même maison. Ce qui fait en sorte que c'est très compétitif. Puis c'est un marché de vendeurs où ce que l'avantage, puis il y a des gens qui vont dire, ben là, toi, si tu veux une évaluation indépendante d'un inspecteur sur la maison, je ne retiens pas ton offre, j'en ai 10 autres qui sont intéressés à l'acheter. Donc, c'est la situation présente. Ben oui, ben c'était déjà commencé comme autour de Toronto. J'ai une cousine à Toronto. Elle et son conjoint se sont achetés une première maison, un petit bungalow bien ordinaire, là, puis ils ont payé au-dessus d'1 million. Mais c'est la valeur actuelle en ce moment. Mais c'est n'importe quoi, là. C'est une maison qui vaut à peu près peut-être maximum 250 000. Ils ont payé au-dessus d'1 million. Mais ça, c'est tout le temps encore.
si jamais, à un moment donné, il y a encore de la démobilisation, parce qu'on continue, que là, il y a des compagnies autour de Toronto, ils décident qu'ils ont un partenariat avec le Mexique, puis il va y avoir à un moment donné une baisse des maisons dans ce coin-là, là, qui sont dans, tu sais, comme plus dans le coin de... Ça va... Eux, ils vont continuer à payer leur hypothèque. Ça tient pas compte de la réalité de la classe moyenne. Ils s'en foutent. La classe pauvre, la classe moyenne, parce que, comme je te dis, ma cousine à Toronto n'est pas millionnaire, là. C'est la classe moyenne. Mhm. Mais il reste que ils viennent de s'embarquer, là, son prix avec cette maison-là qu'ils ont achetée. Puis c'est des hypothèques sur 25, 30, 40. Ça n'a aucun sens, là, c'est n'importe quoi. Mais comme si le prix si le prix de l'immobilier continue à monter de plus en plus vite, c'est toujours mauvais signe. Moi, je le vois comme mauvais signe. Ben moi, j'ai Ça va l'impression. nuire à toute l'économie. Ben c'est ça, c'est parce que moi j'ai l'impression qu'un peu comme en 2008 aux États-Unis, il y a eu l'éclatement d'une bulle immobilière avec la surenchère par rapport à des maisons, qu'on se retrouve dans une situation similaire au Québec à cause des taux d'intérêt qui sont très bas là, depuis le début de la crise dans l'optique de relancer l'économie. Mais moindrement qu'on se ramasse en situation de récession ou une hausse majeure de taux d'intérêt que le gouvernement ne peut plus contrôler, parce que s'il y a moins de marge de manœuvre pour emprunter, bien là, il va y avoir des faillites sans doute personnelles, là. Ben, ce qui sauve le marché, c'est le fait qu'il y a une rareté de logements. Donc, ça aide à faire monter la valeur. Le problème, c'est que quand ça va être moins rentable d'avoir un... quand ça sera plus rentable d'avoir des locataires pour des raisons techniques, ça va accélérer les choses dans le sens que, étant donné que l'inflation, à un moment donné, ça va presque te coûter de l'argent d'avoir des locataires. Dans le sens que tous les frais, t'arriveras pas. En plus, tu vas avoir payé extrêmement cher ton loyer, ton bloc à revenus, mettons. En plus, tu as énormément de frais. Puis c'est pour ça qu'il y en a en panique qui se sont mis à augmenter des loyers d'une façon qui n'avait aucun sens, là. Il y a des gens qui ont vu leur loyer augmenter de 700 $ par mois, 500 $ par mois. Ben oui, parce qu'il y a des propriétaires qui ont vu, ils ont vu venir là, certaines augmentations pour eux. Puis aussi profiter du fait qu'ils pouvaient le faire quand que le bâtiment a moins de 5 ans. Mais il reste que c'est pas juste les locataires qui vont. Il y en a qui vont perdre leur. Il y en a dans l'immobilier qui vont perdre. En même temps qu'il y en a d'autres qui connaissent mieux les marchés. Eux, ils vont ramasser, ils vont attendre ils attendent les phases où il y a un changement, puis après, eux, ils ramassent. Oui, c'est une opportunité pour acheter à rabais. Ben oui, c'est pour ça que c'est un système où les gens qui sont réellement riches vont toujours s'enrichir. Mais les gens qui sont moyennement riches, comme, mettons, quelqu'un qui aurait une compagnie qui vaut peut-être 1 500 000 de nos jours, cette personne-là, dépendamment du marché dans lequel elle est, puis de comment que c'est organisé, et puis il y a encore possibilité d'être complètement mis en banqueroute, là. Une société immobilière qui aurait juste deux, trois blocs, là. En tout cas, il faut pas qu'il arrive trop d'imprévus, il faut pas qu'il arrive trop de bad luck parce que il reste que c'est rendu peu, là. De nos jours, là, quelqu'un qui aurait une couple de millions, c'est plus comme avant, là. Puis ils sont pas à l'abri. Faut que tu sois riche en maudit pour être vraiment solide, puis être sûr que peu importe ce qui arrive, tu vas pas perdre. Mais il y en a, mais il reste que c'est un système où il va y avoir des phases de croissance puis de décroissance, puis à mesure qu'il y a des crises, ceux qui ont le plus ce qu'on pourrait dire la bosse des affaires, si on peut dire, eux, ils vont tout le temps profiter, ils vont tout le temps voir les crises comme une opportunité. Mais c'est une majorité qui va toujours payer pour les autres. C'est un système fait comme ça, c'est un système darwiniste. Oui, oui, C'est les plus ben forts. quand tu parles de la majorité qui paye pour les autres, ça me fait penser qu'est-ce qui s'est passé aux États-Unis en 2008 avec le scandale des subprimes où des banques, par avidité, avaient fait des prêts à des gens qui n'étaient pas vraiment solvables. Donc, des prêts qu'il était peu probable qu'ils remboursent. Puis là, ils n'ont pas réussi à rembourser. Fait qu'au lieu de faire faillite des grandes banques américaines, ils ont reçu
à ce moment-là de l'argent des contribuables américains par coût de milliards pour les renflouer. Fait Ben que, oui, puis des fois, c'est carrément des bandits que normalement, il aurait fallu mettre des gens en prison. Puis, mais non, le gouvernement a renfloué les banques. C'est toujours comme ça. C'est comme, si on prend juste la politique, la finance, c'est des formes de crime organisé au fond. C'est ce que tu fais, le problème, ce que tu fais qui va faire que c'est correct ou pas correct, c'est pas ce que tu fais, c'est de où tu le fais. Je veux dire, quelqu'un de pauvre qui va voler un pain, il va faire de la prison, mais je veux dire, un financier qui croche un peu puis qui détourne une coupe de millions, souvent, il fera pas de prison, là. mhm. Donc, non, non, c'est un système, comment je pourrais dire ça? Ah oui, c'est que tu as l'image du reste. Puis, étant donné que l'argent a pas vraiment... Aujourd'hui, ce qui fait la valeur de l'argent, c'est entre autres lié à la capacité d'endettement de la population d'un pays. Ça a aucun... C'est une logique dangereuse, là. Ça peut pas faire autrement que d'arriver à l'appauvrissement de la majorité. Un système comme ça. Puis tout ce qui avait été construit, prends juste le mouvement des jardins. Au début, ça avait été créé, c'était une coop pour que des gens qui puissent avoir leur terre, pour que des fermiers puissent se financer une terre. On est loin de ça. On dirait que dès qu'une forme se fixe, puis dès que quelque chose devient institutionnel, tranquillement, ça se dégrade dans le temps. Puis des fois, ça va aboutir exactement au contraire de ce pourquoi ça a été créé. Oui, bien c'est sûr qu'aujourd'hui, Desjardins, qui avait une vision communautaire, est devenu comme les autres banques, là, en réalité, là, avec des objectifs de rendement, de profit, puis c'est autant capitaliste que les autres institutions financières. Puis pour pouvoir les accoter aussi, eux autres, ils n'ont pas leur mot, ben il faut qu'on soit compétitif, parce que si on fait trop des prêts trop avantageux, on fait moins de profit, là, à ce moment-là, il y a moins de ristournes, et ainsi de suite. Il y a toute une mécanique derrière ça. Ben, ils ont enlevé le mot mouvement, mais ils ont enlevé le mot populaire. Ben, c'est certain, c'est plus le mandat de. C'est un peu comme ce qu'on pourrait dire la mission, le mandat d'un organisme, c'est un peu comme son âme. Mhm. Puis c'était pas l'âme de Desjardins Ben de. oui, d'Alphonse Desjardins, qui est le fondateur, qui se retournerait sans doute dans sa tombe de Ben oui. regarder qu'est-ce qui est devenu son institution financière aujourd'hui, là, qui semble être aussi une volonté aussi compétitive que les autres institutions. Ben, en 2, 3 ans, ça se corrompt facilement, une institution comme ça, dans le sens que tout d'un coup, l'institution est en difficulté. Donc, on décide de faire venir un administrateur plus agressif qui vient d'un secteur plus compétitif, que eux, le mandat, c'est vraiment de faire du profit. Lui, souvent, il va relever la machine, il va relever il va relever la machine, la structure, puis il va réussir des fois à sortir du pétrin l'institution, mais une fois que c'est fait, l'institution, c'est comme si elle avait vendu son âme, mais là, ils ont plus le choix après de prendre des administrateurs du même genre. Il n'y a pas possibilité de revenir en arrière. C'est un peu ça, Desjardins, c'est un peu ça, un paquet d'autres institutions ou des choses qui ont été fondées avec des bonnes intentions qui ont fini par devenir des... C'est comme, il y a des groupes communautaires aux États-Unis qui avaient été créés pour faire du bénévolat puis de la surveillance de quartier, puis c'est devenu des gangs de rue. C'est souvent comme ça. C'est un peu comme des sociétés secrètes en Sicile qui voulaient défendre la population contre les invasions dans le temps de Napoléon, qui ont fini par devenir des mafias. Mais les, tout ce qui, justement, peut-être que l'économie, jusqu'à un certain point, c'est un mécanisme d'autoprotection qu'il y a des suites de déstructuration, d'effondrement puis de crise au fond. Parce que c'est pas une structure qui peut être viable d'une façon stable. Ça a pas le choix. L'économie est faite pour s'effondrer. Mais justement, je voulais t'emmener à parler, selon toi, quelle serait l'alternative à notre système économique capitaliste qui fonctionne avec des cycles de croissance, ensuite des cycles où il va y avoir, par exemple, bon, de l'inflation, des récessions, des pressions. Qu'est-ce qui pourrait être une alternative sur le plan économique pour remplacer ça? Ben, moi, j'en cherche pas, là. Je
considère que ça serait justement à des économistes d'essayer de trouver ça, mais ils vont tout le temps arriver à la conclusion que le système qu'on a, c'est ce qui est le mieux. Là, après ça, on va tomber dans des affaires comme, ben là, Ben, ils il y vont en dire a que c'est qui le veulent... moindre mal. Ils vont dire ben c'est le moindre Ouais, mal entre ça puis l'économie plus socialiste ou communiste, ou le communisme, on a vu ce que ça donnait en Russie, là. Ça a été un gros échec sur plusieurs décennies. mais c'était appliqué d'une façon... bon, en tout cas. Mais l'affaire, c'est que notre économie, en tant que système, est faite pour justement qu'on l'aime pas, si on est idéaliste le moindrement, puis qu'on veut le changer pour un autre système. C'est là que ça devient dangereux. Là, on va vers l'esclavage encore plus. Moi, j'aime autant notre économie comme avec ses défauts, sauf que je voudrais que les pays recommencent à évaluer leur monnaie selon leurs réserves d'or, mais ça, c'est une autre histoire. Mais il reste que c'est mieux que... Je vois pas d'alternative à ça, puis justement là, le danger, on s'en va vers une alternative mondialement à l'économie de croissance telle qu'on l'a connue. L'économie de propriété, puis la libre entreprise, c'est justement de vouloir chercher des alternatives à ça, puis d'en sortir qui est dangereux à mes yeux. Donc, autrement dit, l'économie que parle de Klaus Schwab, là, du grand reset, la grande réinitialisation de nos systèmes économiques qui pourrait être fait, là, parce que lui, c'est sûr qu'avec le Forum économique mondial, il fait la promotion, il voit même l'opportunité de la crise liée au virus présentement comme une fenêtre d'opportunité justement pour mettre en place là, une nouvelle économie à l'ère de la quatrième révolution industrielle. Donc, pour toi, ça pourrait représenter un danger. Ben oui, parce que les sociétés, les sociétés évoluent selon des lois naturelles qui sont lentes, puis aussi des rapports de force qui sont assez lents. Mais le problème, c'est que l'être humain est fondamentalement animalien. C'est comme si aujourd'hui on va visiter des cités comme Florence. C'est très beau Florence, mais c'est parce que des prêteurs d'argent locaux mafieux ont financé l'or pour des raisons politiques dans le temps. Mais il Mhm. reste que ce que ça a laissé, bon, c'est très bien pour une majorité de gens qui vivent de nos jours, mais il reste que l'économie, ça sera jamais, elle va toujours être humaine encore. Il y a pas, c'est justement si on tombe dans Ben, encore là, ça peut être l'idéalisme, sujet à discussion, ça va être toujours humaine dans le sens qu'avec la robotisation, l'informatisation, le développement de l'intelligence artificielle, ah ben, non, ça va toujours être humain pareil. L'économie, c'est pas une notion, dans le sens même si c'est des machines qui régissent l'économie ou qui servent d'outils pour, elle va toujours rester profondément humaine, l'économie. Le problème avec l'économie, c'est qu'on peut pas la gérer par des algorithmes et des programmes informatiques comme ils voudraient le faire parce que l'économie, c'est quelque chose de profondément humain, c'est-à-dire d'irrationnel. C'est pas, c'est pour ça on ne sera pas à l'abri. On s'en va encore plus vers des possibilités d'erreurs administratives, mais faites, ça va être là remplacé par des machines par rapport à des données qui n'avaient pas pu être calculées parce que insoupçonnées. Parce qu'il reste qu'il faut que les données soient colligées. Puis bon, la machine, est-ce qu'elle peut faire ça elle-même d'une façon parfaite? L'économie, c'est irrationnel. Même la notion d'argent est liée à la pensée magique. mhm. Donc, est-ce qu'on s'en va de plus en plus vers de l'intelligence artificielle qui, au fond, on va finir par se rendre compte que c'est ce qu'on appelait anciennement le diable. C'est-à-dire quelque chose qui est intelligent, mais qui n'a pas de conscience. Mais parlant d'économie, parce que tu dis qu'elle est fondamentalement humaine, j'aimerais ça que tu la définisses. Ben, l'économie, c'est une science de la rareté, c'est dans le sens que l'être humain est un animal social, puis c'est pour ça qu'il y a de l'économie. Parce que c'est un être communautaire, l'être humain. Or, il faut gérer la répartition. Mhm. Il faut qu'il y ait une mécanique sociale de la répartition. C'est pour ça que ça définit ça aussi anciennement, le statut social. C'est pour ça que le notaire, il avait une redingote, puis que le charpentier, lui, il avait des culottes. Dans le sens que le notaire, lui, il pouvait se permettre plus de tissu.
parce que lui, il est un rouage, il fait partie c'est un notable, il est nécessaire au roulement. Je veux dire, si le notaire est pas là, il n'y a pas de contrat, puis l'ouvrier, il travaille pas. Puis tout ça était lié au fait que celui qui a le plus de capacité avait plus de potentiel, donc il avait plus de chances de devenir un entrepreneur. Puis là, on pouvait aller vers le statut social le plus confortable, c'est-à-dire le bourgeois, c'est-à-dire celui qui vit de profit par son intelligence technique au fond. Mhm. Mais ça, c'est social, ça. Ça vient de l'animalité, ça. C'est hiérarchique, c'est comme une meute de loups. Donc, souvent aussi, il y avait un équilibrement qui se faisait là-dedans. Le notaire, souvent, c'est quelqu'un qui serait pas capable de travailler manuellement. Il est myope, puis il est pas fort des épaules. Mais il est fort de sa tête dans le sens qu'il a été initié aux conventions de contrat de notre société. Puis il est à même, lui, je veux dire, une société, faut que l'énergie circule d'une façon harmonieuse, donc il y a des rôles. Mhm. Et, puis ça va selon, tu sais, ça c'était autorégulé beaucoup. Les gens qui avaient moins de capacité physique allaient plus vers des métiers d'administration, et souvent, bon. Puis les gens qui avaient plus de capacité physique, ben souvent étant jeunes, sont moins portés à l'école, ils ont trop envie de s'amuser, puis bon, c'est plus du monde sportif, souvent ça va faire des ouvriers. Mais ça vient de là, l'économie. C'est pas une gestion rationnelle de l'énergie, c'est une gestion faite quasiment un peu comme s'il y a quelque chose presque comme des fourmis, là. Mais c'est pas la personne, la société, elle va pas être comme ça parce que des grands théoriciens ont convaincu la masse d'être comme ça. Il a fallu créer une structure c'était naturel pour les gens, puis qui s'y retrouvaient dedans. Puis c'est ancré profondément dans l'ADN humain, l'idée qu'il y a des pauvres, il y a des riches. Oui, ben est-ce que justement il y a des programmations pour faire en sorte que des gens se développent plus sur le plan physique, d'autres plus intellectuel, puis d'autres même au niveau initiatique ou psychique, qui vont faire en sorte que des classes économiques vont être implicitement relatives à leur programmation? Ben oui, c'est un cadre naturel, je dirais. L'économie, c'est une intellectualisation de des lois qui s'étaient préétablies avant, toutes seules. Mais c'est pas rationnel au sens comme on l'entend, comme des économistes voudraient l'entendre. On essaie de nous faire croire que c'est une science rationnelle, l'économie, alors que c'est géré par de l'irrationnel total. Je veux dire, qu'est-ce qui fait qu'il y a des bulles à la bourse? Qu'est-ce qui fait qu'il y a des paniques? Puis il y a quelque chose de profondément irrationnel là-dedans parce que c'est lié, entre autres, à des instincts de survie. Il Ben y a oui, quelque ben la chose. peur qui amène par exemple des gens à vendre ou la célèbre histoire Ben que oui. il y avait une rumeur qu'une banque était sur le point de la faillite, puis c'était pas vrai, puis là, tout le monde a voulu retirer en même temps l'argent, puis elle s'est ramassée véritablement avec des problèmes. Ben oui. C'est la crainte et la confiance. C'est pas des choses rationnelles, la crainte et la confiance. C'est justement des processus qui sont là pour compenser le fait qu'il y a une absence de rationalité. Quand tu as confiance ou que tu crains quelque chose, c'est parce que tu le sais pas. Quelqu'un qui sait que ça va bien aller, il n'a pas à avoir confiance ou pas confiance. Il sait que ça va bien aller. Ou quelqu'un qui sait que ça va mal aller, il n'a pas à être dans de la confiance ou de la crainte. Il sait que ça va mal aller, puis il agit en conséquence. Si on est dans de la confiance, de la crainte, c'est justement pour compenser un manque d'information. Donc les gens qui ont accès à une conscience supramentale qui est au-delà de l'intellect ou d'un fonctionnement associé à une pseudo-rationalité peuvent avoir accès à un savoir qui fait qu'ils n'ont plus besoin d'avoir de la confiance ou de la crainte, là. Ben, je dirais pas ça. OK. Je dirais pas ça. Ça dépend de la programmation de chacun, puis ce que chacun a à vivre, puis ce que chacun a déjà comme vécu. Mais non, parce que, comme je l'ai déjà dit, c'est pas parce que des gens qui ont un contexte supramental qui sont plus rationnels.
Moi, je considère que non, au contraire. Ils Ben, ils vont sont vivre peut-être pas des épreuves plus adaptées. ouais, mais ils sont peut-être pas plus rationnels, mais plus dans le savoir qui les amène à un fonctionnement différent là, au lieu d'être dans la croyance ou la crainte. Là. Ouais. Ben, c'est là, ça devient délicat un peu parce que justement, la crainte puis la confiance, c'est ça, c'est un peu une forme de rationalisation, mais c'est pas de la rationalité. OK. La façon dont je le vois, là, je veux dire, si tu as confiance parce que tu t'es convaincu puis que tu as besoin de te convaincre, ou si tu as de la crainte, c'est parce que tu as de l'inquiétude, puis, mais c'est pas, une rationalisation des possibilités, là. Mais dans le fond, c'est pas nécessairement. Plus on. Souvent, en tout cas, je sais que plus je suis sûr, souvent, plus je suis proche de me tromper, là. Puis des fois, je vois pas. Il y en a plusieurs qui ont essayé là, de se servir du supramental pour essayer notamment là, de spéculer. Puis le but de l'expérimental dans la matière, c'est évolutionnaire. C'est des principes évolutionnaires. Donc, c'est de tout le temps être en mouvement, puis à force de besoin d'être en mouvement, puis qu'il se développe une créativité, ben des fois, ce qui est le plus apte à faire que quelqu'un devienne créatif, puis qu'il évolue en tant qu'individu, une évolution individuelle, ça va pas être que ça va bien dans sa vie. Fait que souvent, la personne, je veux dire, on dirait que c'est peut-être des fois ceux qui, au niveau là, de la parole, puis tout qui sont les initiés les plus fins, que ça va le plus mal. Il Mais faut c'est un peu de, un paradoxe dans le sens que si pour que les gens évoluent, il faut pas que ça aille bien sur le plan économique, parce que si ça va bien sur l'économique, ils vont stagner dans le sens qu'ils vont empocher l'argent puis ils se poseront pas de questions. ben, ça dépend de ce que la personne est rendue, dans le sens que même si tu empoches de l'argent, tu vas avoir des problèmes. Dans le sens que plus que tu as de l'argent, plus que c'est du trouble à gérer, pareil. Ben, tu sais, je veux dire, tu vas tout le temps être dans la misère au niveau économique, dans le sens que tu vas tout le temps, même quand tu as de l'argent puis tout va bien, tu es stressé pareil. Ben, la personne peut Ça, vivre d'autres stress dans le sens la personne peut être une riche homme, le gars il peut être un riche homme d'affaires puis il y a une entreprise qui vaut des millions, mais s'il y a des problèmes de santé importants au niveau cardiaque, ben il ben, vit. souvent, la personne, elle se stressait parce qu'elle cherchait à acquérir de l'argent. Puis par après, une fois que c'est fait, la personne, elle se stresse parce qu'elle vise à le conserver, puis à le faire fructifier. Mais c'est un peu comme quand on dit l'argent apporte pas le bonheur. C'est dans le sens que l'argent va tout le temps être une inquiétude. Parce que c'est lié à la survie, entre autres, c'est lié à une gestion de l'énergie. Puis l'énergie, c'est bien difficile à gérer psychologiquement parlant, dans le sens sans qu'il y ait un stress. Il va tout le temps y avoir une inquiétude. Ça va tout le temps prendre des formes comme ça. Mais je veux dire que souvent, le riche est aussi stressé par l'argent que le pauvre. Mais le stress ne sera pas au même niveau, on s'entend, dans le sens que la personne, par exemple, en Afrique, qui apprend qu'à cause du conflit en Ukraine, ça se peut que le coût du blé double ou en tout cas augmente d'une grande quantité le prix, puis avoir de la difficulté à avoir accès au blé pour s'alimenter. Puis elle risque de connaître la famine, ben le niveau de tension est très différent. Ben, je suis pas sûr, moi, parce que il y a du monde là-bas par là qui l'ont déjà connu, la famine, puis qui sont passés à travers. Le monde qui pourrait être stressant maudit par la famine, c'est des gens qui l'ont jamais connu. Comme dans certaines parties de l'Ukraine en ce moment qui sont coupées, là. Mhm. Donc, je veux dire, il y a chez des peuples qu'on dit en voie de développement une capacité de résilience qui est des fois surprenante. Une capacité de débrouillardise qui est souvent surprenante. Quand il y a des grosses périodes de crise, ceux qui s'en sortent pas souvent, c'est ceux qui n'ont jamais eu à composer avec la pauvreté. C'est pour ça que quand il y a eu, comme en 1929, il y a des grosses fortunes qui sont tombées. Ces gens-là, souvent, vont très mal finir, devenir alcooliques. Puis c'est beaucoup plus difficile de se relever quand tu étais riche que quand tu étais pauvre toute ta vie.
Dans le sens, la famine qu'il y a dans certaines contrées va peut-être rendre les gens créatifs dans le sens qu'ils vont s'en aller. Après, on se surprend qu'il y ait des mouvements migratoires. Ben oui, mais si c'est voulu, certaines crises économiques, puis que, comme je disais, il y a des réactions en chaîne, ça veut dire qu'il y a certains mouvements de migration qui sont voulus aussi. Ben, justement, c'est voulu. L'une des hypothèses sur lesquelles je voulais t'interroger à cet égard, c'était le scénario qui a été avancé par Klaus Schwab. Donc, lors de l'été 2020, il a sorti un livre, puis c'est marqué dans son livre, là, noir sur blanc, que la crise du coronavirus pourrait être un instrument pour mettre en place le grand reset, là, la grande réinitialisation mondiale, donc mettre en place son agenda. Puis quand on sait que Justin Trudeau fait partie des Young Leaders du Forum économique mondial, donc en français, des jeunes dirigeants, qui fait partie de ce groupe-là. Des fois, je me pose la question s'ils n'ont pas prêté allégeance à eux avant le Canada ou même la reine d'Angleterre. En tout cas, ça, c'est un autre sujet de discussion, mais l'hypothèse, c'est si Justin Trudeau, présentement, parce qu'en près de 2 ans, nous a endettés, là, il a presque doublé la dette totale du Canada en près de 2 ans de crise, est-ce que, à quelque part, ça ne servirait pas l'agenda du Forum économique mondial pour ensuite, à mesure qu'on s'endette, nous présenter comme solution qu'on connaisse une grande réinitialisation ici au Canada avec le revenu Ben minimum oui. garanti, et ainsi de suite? Ben oui, ben c'est le but. Je veux dire, pourquoi il a vendu nos réserves d'or? Ce bozo-là, il n'y avait aucune raison de faire ça. Mais c'est le genre de choses préconisées par Schwab et sa gang. Ils veulent pas, eux autres, le retour à une monnaie qui serait évaluée en se basant sur l'or. Donc, non, c'est clairement voulu, là. Je veux dire, il faut être aveugle là, pour pas se rendre compte qu'ils endettent le pays exprès, que depuis longtemps, je veux dire, ça a tout le temps été comme ça. Oui, mais De là, toute ça façon, s'accélère, là. C'est-à-dire que, ah oui, il y oui, a des problèmes ben, en d'endettement qui plus, ont c'est cours. exponentiel, Mais là, là. en près de 2 ans, on parle de doubler, puis là, on parle de plusieurs milliards de dollars. Doubler la Ah dette oui. totale du Canada en près de 2 ans. Moi, Ben, là, quand... premièrement, Oui. le Canada était pas obligé historiquement d'avoir une dette extérieure. Le Canada était pas en position d'être obligé d'avoir une dette extérieure. C'était totalement inutile, ça a commencé avec Trudeau père. Mhm. Donc, il y a de quoi qui était voulu là. C'est quoi le but là-bas? On n'avait pas besoin d'emprunter à l'extérieur. C'est un peu comme quand, même le Québec, là, dans le temps, dans le temps du Duplessis, il avait eu l'idée de l'électrification de la province par des barrages. Après, c'est sous Jean Lesage que ça s'est fait. Puis c'est Parizeau, dans le temps, qui était dans le cabinet de Jean Lesage, qui était allé à New York emprunter pour les Québécois. On n'était pas obligé d'aller emprunter. C'est juste que il y a de la division qui est entretenue dans notre pays pour qu'on emprunte. Je veux dire, le Canada avait pas besoin de se créer une dette extérieure. Il y a personne qui avait. Puis Ben, on en l'a fait, le fait. Canada n'en avait pas besoin, mais les forces mondialistes qui veulent avoir une mainmise sur le Canada ont tout intérêt Ben, c'est sûr, à c'est ce qu'il y ait une des. dette extérieure pour contrôler. La haute finance est internationale. Puis elle fonctionne, elle prend le pouvoir de la même façon qu'on prend toujours le pouvoir, c'est par de la corruption. Donc, après, ils placent leurs agents, puis eux, ils vont endetter le pays. Ils vont créer une dette extérieure à tout prix. Tout ça, ça commence même au Moyen Âge, là. Après ça, t'as vers le 18e siècle, t'as sous Louis XV, puis là, qui a, ben, premièrement, avant ça, il y a eu des théoriciens qui venaient d'Angleterre, puis d'Écosse, puis de ces places-là, des physiocrates, qui sont venus commencer à mettre dans la tête des gouvernants en France de tout faire, dans le fond, d'endetter le pays. Puis finalement, ben, ça a atteint l'apogée de ça. C'est sous Louis XV qu'on a carrément dompté une petite fille là, pour devenir la Pompadour, c'est-à-dire il y a des banques qui ont payé l'éducation d'une petite bourgeoise pour qu'elle devienne la maîtresse d'un roi, pour l'entretenir à ce qu'il soit tout le temps sur le parti puis occupé. C'est-à-dire on a retourné contre
Il y avait Louis XIV qui avait créé une cage dorée avec Versailles pour tenir les nobles occupés, qui soient tout le temps occupés à être sur le party, puis pour qu'ils se mêlent de leurs affaires. Les, il y a des financiers qui ont compris qu'on pouvait retourner ça, puis faire que les gouverneurs eux-mêmes soient corrompus le plus possible. Ça a profité à tout ce qui est la finance. Dans le temps, il y a longtemps, il y avait la loi Canon, c'est-à-dire que tu pouvais pas prêter avec intérêt au-delà d'un certain pourcentage si c'était vu comme immoral. Mhm. Puis il reste que les pays qui appliquaient ces lois-là, ils ont encouragé des systèmes de financiers internationaux sans le savoir. C'est-à-dire que les gens qui avaient besoin d'emprunter ou qui voulaient emprunter de l'argent sortaient du système national. Puis c'est là parce qu'il y a d'autres pays qui le toléraient. Notamment là, la Hollande, entre autres, là, qui est ce qu'on appelait des prêteurs, puis ça a fini par devenir des banquiers internationaux, si on peut dire. Ça a même été lié un temps avec c'était des vraies seigneuries, puis des vraies commanderies, puis il y a eu toutes sortes d'affaires. Mais il est là le pouvoir, le vrai pouvoir. Le pouvoir, c'est pas celui de l'argent que... Comment je pourrais dire ça? Les gens qui ont réellement le pouvoir sur Terre, c'est pas parce qu'ils ont de l'argent. C'est parce qu'ils contrôlent de l'argent. Ce qui est très différent. T'aurais beau même quelqu'un comme Bill Gates, il est pas si puissant que ça. Il y a des gens qui sont beaucoup plus puissants que ça. Pourtant, au niveau de ce qui est connu publiquement, c'est du monde qui a moins d'argent que lui. Mais c'est pas comme Klaus Schwab est beaucoup plus puissant qu'Elon Musk, là. Parce qu'il n'y a pas besoin d'avoir de l'argent, Schwab. Il est au service de ceux qui contrôlent l'argent. L'argent, le vrai pouvoir, c'est pas d'avoir de l'argent. C'est de contrôler l'argent, sa circulation, le mouvement. Oui, puis d'orienter les politiques internationales, puis d'infiltrer les gens. Puis moi, ce que je vois derrière son agissement, Klaus Schwab avec le Forum économique mondial, c'est d'avoir des jeunes dirigeants un peu partout dans différents pays, un peu comme des tentacules qui le relient pour infiltrer les différents pays avec un agenda mondialiste et technocrate pour remplacer tout ce qui est nationaliste puis appauvrir le nationalisme là, des différents pays. Ouais, c'est ça, c'est qu'un peu comme tu vas avoir un syndicat du crime central, puis tu vas avoir des succursales des territoires. Comme un peu comme Justin Trudeau, lui, c'est le caïd du territoire, le Canada. Mais c'est du crime organisé pareil. Tu sais, c'est pas défini comme ça parce que les gens qui font les lois, qui votent les lois, ils sont bon. Mais c'est criminel pareil, mais le contexte d'acceptabilité sociale puis d'ignorance majoritaire fait que c'est considéré comme ça va de soi. Mais il reste que c'est tout le temps, on revient tout le temps à des vieux systèmes féodaux au fond. C'est féodal, puis c'est lié à le contrôle puis la gestion, entre autres, de la ressource humaine. Donc, c'est beaucoup lié à l'esclavagisme. Donc, on est encore dans le même système qu'il y a 600 ans. C'est juste que le contexte a évolué, ça Oui, s'est la raffiné. technologie aussi. Et ça, je mets l'emphase là-dessus, dans le sens que avec l'intelligence artificielle des algorithmes, on s'entend la société de surveillance avec des caméras un peu partout, voir la fusion, comme Klaus Schwab parle, là, du biologique avec du numérique, où chaque individu devient traçable, un peu comme Jacques Attali le mentionnait, là, la traçabilité totale des individus, des objets. C'est quelque chose qui est à portée de main présentement. Donc, Ben lui, un jour, il va être tracé, puis il va être bien choqué de ça. Je veux dire, il va être, à un moment donné, il y a du monde qui vont y courir après lui. tu parles de Jacques Attali ou Klaus Ouais, Schwab? ouais, ouais. Non, non, là, toute la gang. OK. À un moment donné, ils vont être pistables, ils seront pas contents.
Ben, ils vont être pris à leur propre jeu. Tu sais, c'est un petit peu comme les dirigeants qui vont faire la promotion des mesures sanitaires, puis à un moment donné, ils font le party, puis un peu comme Boris Johnson en Angleterre qui a été Ouais. pris à Je faire me le demande, party. je me demande jusqu'où c'est pas une mise en scène, ça aussi. Comme là, c'est rendu que là, t'as notre, voyons, Legault, il dit, oh, c'est un rhume. Puis là, t'as Martineau un matin qui s'il fait une chronique, j'ai eu le COVID, puis c'est comme un rhume. Tu sais, je veux dire, le fait de. C'est un peu comme. Ils sont malléables là, dans leur patente, dans le sens que il faut qu'ils soient malléables. Je veux dire, le pire des esclavages, c'est celui qui était pas sûr. Que de temps en temps, tu as l'impression, tu te dis ça n'a pas de bon sens, je me fais exploiter, puis quelques jours après, tu te dis, oh, ben, c'est pas si pire. Fait qu'on a affaire à du monde qui agisse d'une façon ambiguë. Je veux dire, Boris Johnson, ça a l'air spécial, mais ça va quasiment l'aider à long terme au niveau de la vision du monde. Ils vont dire, ah ben c'est un être humain comme nous autres, lui aussi, il a enfreint des règles. Pour fêter dans le temps des fêtes, là, 2021-2022, ouais. Ben oui, au fond, c'est un être humain comme nous autres, puis c'est comme quasiment une forme de syndrome de Stockholm. Plus qu'ils ont des défauts, plus que les gens finissent par Bon, les ils excuser. s'identifient à l'agresseur, puis ça le fait paraître plus sympathique à leurs yeux. Ben oui, c'est Mais, comme, ouais. je veux dire, regarde là ce qui se passe en France, là. Le monde continue, il vote pour Macron, semble-t-il. En dépit de toutes les mesures liberticides qu'il a mis en place depuis 2 ans. Ben, c'en a un, ça, qui travaille pour une des banques, des financiers. C'est l'agent de la finance. Tu sais, c'est épouvantable. Au fond, tu regardes les. C'est toujours surprenant parce que si tu prends l'argent que quelqu'un a dans son compte, mettons, bon, un tel, lui, il a 45 000 pièces dans son compte. Ça vaut rien. Dans les faits, ça n'a aucune valeur. Ça n'a aucune valeur Ça n'a pas de parce valeur que intrinsèque, c'est juste des chiffres sur un écran d'ordinateur. la vraie valeur, c'est l'influence active, entre autres. La capacité à réagir vite et à monter des structures. L'influence que tu as au niveau des connexions que tu as. Du monde que tu connais. Il y a du monde sur Terre qui sont tellement puissants qu'ils n'ont pas besoin d'argent. Pour finaliser cet enregistrement, bon, le sujet à la base, on a apporté plusieurs considérations, puis c'est bien correct. C'était l'économie. Puis le questionnement que j'avais, c'est, bon, l'individu qui est confronté, que ce soit au Québec ou je sais qu'en France, c'est pas évident non plus au niveau économique, comme dans plein de pays européens. Tu sais, c'est comment composer intelligemment avec une société où la situation économique se dégrade et que les gens s'appauvrissent massivement. C'était ça l'esprit de ma préoccupation à la base. Ben justement, là, on est dedans. Composer intelligemment avec ça, ça l'est entrer dans une créativité. C'est-à-dire que les gens, c'est la nécessité qui va faire apparaître ça. Donc, il va se développer des économies parallèles. Mhm. Puis aussi, ce que des grands spécialistes universitaires, là, des spécialistes de l'agronomie qui ont essayé d'industrialiser les cultures. Puis tu as des gens qui habitent des cités HLM en Europe qui vont trouver mieux comme technique pour faire pousser leurs affaires. La nécessité, là, c'est bien plus fort que le besoin de profit. Oui, ben ça va mettre les gens en vibration en fonction d'un besoin plutôt qu'un désir, ce qui fait en sorte qu'ils vont peut-être capter des choses vibratoirement que dans une situation plus confortable ou aisée ne capteraient pas. Ben oui, parce que quand tu es en panique, là, parce que vraiment, là, faut que tu manges, puis t'as pas le choix, là, la subjectivité panoramique va se rétrécir. Puis là, les gens vont devenir plus focusés. Puis peut-être que ça va pouvoir permettre justement à toutes sortes de monde, même de peut-être de redécouvrir des aspects de leur culture qu'ils connaissaient pas. Je veux dire, comme en France, là, je pense qu'ils empoisonnent les ragondins. Ah, pourquoi ils les mangent pas? C'est pas. Tu sais, je veux dire, il y a des gens, ils crevent de faim, ils sont entourés de nourriture. Mhm. C'est quand même spécial. Le trois quarts des plantes
certaines plantes grasses qui poussent dehors sont comestibles. Je veux dire, l'économie, c'est une science de la rareté. Mhm. Mais la survie, c'est la gestion de la vie. À un moment donné, la vraie richesse, c'est la capacité de gérer, d'être créatif, de composer avec... c'est certain que si on voit certaines institutions financières s'effondrer, que dans certains pays, il y a ce qu'on pourrait appeler des famines organisées, il reste que dans d'autres coins de la planète, ils peuvent pas affamer les populations. L'Occident est bien placé. C'est comme ici, c'est impossible de mourir de faim. On est entouré d'une faune riche, puis je veux dire, quand bien même l'hiver, là, c'est plein d'animaux, il y a plein de choses, il y a plein de plantes, il y a plein de... Mhm. À moins qu'il y ait un contrôle du terrain qui engage des guerres. Mais à part ça, c'est pour vraiment... pour mourir de faim à notre époque, il faut vraiment être dans une catastrophe humanitaire où tu es pris dans une ville en décombre ou des choses comme ça. Mais il reste que organiser une famine pour l'Occident, ils vont avoir de la difficulté. Je veux dire, au contraire, c'est à se demander si c'est pas la nécessité encore, puis le bord de l'effondrement, qui vont pas sauver la- tout ça, puis nous laisser repartir sur des nouvelles bases plus intelligentes. Ben, en fait, je parlais pas nécessairement de famine pour l'Occident, peut-être plus pour Ouais. certains pays d'Afrique dépendant du blé, mais un appauvrissement de l'Occident, là, notamment en Ben, il va approvisionnement y avoir d'énergie. pour l'Afrique, il va y avoir des morts, il va y avoir des famines. Comme je te disais, ils n'ont pas trop insisté pour essayer d'aller vacciner dans ce coin-là. Ça veut dire qu'ils organisent autre chose. Je suis plus inquiet pour l'Afrique aussi, puis surtout parce qu'on veut se débarrasser de... C'est parce que c'est à cause des ressources. C'est les ressources du continent. Il y a des gens, des populations, elles pourraient pas se servir de main-d'œuvre, elles sont dans le chemin. Donc oui, il va y avoir de la mort organisée, là. C'est certain. Mais les gens qui sont marqués pour survivre à ça vont quitter avant. Mhm. Donc, ça vaut pas la peine de s'inquiéter. Par contre, pour tout ce qui a rapport avec les sciences de l'économie, c'est pas mauvais de s'intéresser à ça. C'est pas une science maudite, là. C'est pas. Mhm. On est aussi bien de s'intéresser à tout. C'est ça. Je te remercie pour les gens qui sont intéressés naturellement à savoir un peu plus sur toi, bien la possibilité d'aller voir de tes vidéos que tu as produites, notamment sur YouTube. Et pour les gens qui apprécient le fait que je réalise des capsules audio, eh bien, vous êtes les bienvenus là, pour me faire parvenir une contribution financière via Interac ou PayPal, qui sont des moyens de paiement sécurisés. Donc, vous allez avoir les coordonnées là, en bas de l'enregistrement d'aujourd'hui, au même titre que les coordonnées là, par rapport à ta chaîne YouTube. Bon, ben c'est parfait. Excellent. Donc, à bientôt. Au revoir.